Mon petit-fils est remonté de la cave. Son visage était blême. Il s'est assis en face de moi et n'a pas parlé pendant un long moment. Fais un sac, a-t-il finalement dit. Tout de suite. Quoi? On s'en va. N'appelle personne. On part maintenant. Hugo, qu'est-ce qui se passe? Mamie, s'il te plaît, fais-moi confiance. Nous devons quitter cette maison immédiatement. Je l'ai dévisagé. Mon petit-fils, qui n'avait jamais peur de rien, avait les mains qui tremblaient. C'est ma maison. Je sais, mais elle n'est pas sûre. Comment ça, elle n'est pas sûre? Il m'a montré son téléphone. Des photos de quelque chose dans la cave. Je ne comprenais pas ce que je regardais. Quelqu'un a fait ça exprès. Il a dit « Fais tes valises ». 22 minutes plus tard, nous étions dans sa camionnette, nous éloignant de la maison que mon défunt mari avait construite de ses propres mains, la maison où j'avais vécu pendant 40 ans. Mon téléphone s'est mis à sonner. Hugo a regardé l'écran. Ne répond pas. Pourquoi? Il n'a rien dit, il a juste continué à conduire. Je m'appelle Hélène Lefebvre. J'ai 68 ans, et voici l'histoire de la façon dont mon petit-fils m'a sauvé la vie. Le mal de tête m'a de nouveau réveillée avant l'aube. Je suis restée immobile dans mon lit, essayant de ne pas bouger la tête. La pièce tanguait si je tournais trop vite. Mon estomac se nouait. Ces matins étaient devenus une routine au cours des 2 derniers mois. Mais savoir à quoi m'attendre ne rendait pas les choses plus faciles. J'ai tendu la main sur le matelas. Le côté d'Antoine. Des draps froids, lisses et intacts. 4 ans maintenant que la crise cardiaque l'avait emporté. Certains matins, j'oubliais encore. La nausée a frappé plus fort. Je me suis assise lentement, m'agrippant à la table de chevet. Mes mains paraissaient fines dans la lumière grise qui filtrait à travers les rideaux. Quand avais-je perdu autant de poids? Le médecin disait que c'était normal à 68 ans. Les choses ralentissent, disait-il. Votre corps change. J'ai réussi à atteindre la salle de bain et je me suis aspergé le visage d'eau. La femme dans le miroir avait l'air pâle, plus vieille que dans mon souvenir. J'avais encore perdu quelques kilos ce mois-ci. Mes vêtements flottaient sur moi maintenant. La cuisine était plus facile à traverser si je me tenais au mur. J'ai passé la main le long de la simèse qu'Antoine avait installée il y a 30 ans. Il l'avait poncée jusqu'à ce qu'elle soit lisse, avait appliqué 3 couches de vernis. Son travail couvrait chaque surface de cette maison, les placards qu'il avait construits en chêne, les étagères encastrées dans le salon, la rampe d'escalier qu'il avait sculptée à la main. Antoine a bâti cette maison, il n'a pas engagé d'entrepreneur, c'était lui. 2 ans de travail, de 1982 à 1984. Il rentrait des chantiers et travaillait sur notre maison jusqu'à la nuit tombée. Stéphane avait 2 ans à l'époque, un bambin qui suivait son père partout, essayant de tenir le marteau qu'Antoine lui avait donné. Trop lourd pour ses petites mains, mais il essayait quand même. J'ai rempli la cafetière à l'évier. Par la fenêtre, je pouvais voir l'érable qu'Antoine avait planté à la naissance de Stéphane, il y a 45 ans maintenant. Cet arbre était toujours debout. Le café qui infusait sentait bon, mais mon estomac disait non. Je me suis assise à la table, les mains enroulées autour de la tasse chaude. Je ne l'ai pas bu, je l'ai juste tenue. Le sentiment d'être un fantôme dans ma propre vie s'intensifiait de jour en jour. Chaque objet me rappelait Antoine, mais ce n'était plus un réconfort. C'était un rappel constant de ce qui était perdu, et maintenant, un rappel de ma propre fragilité grandissante. La maison elle-même, autrefois un sanctuaire de sécurité et d'amour, semblait maintenant conspirer contre moi. Ces murs me rendant malade, ces silences assourdissants. Mon corps me trahissait d'une manière que je ne comprenais pas. Et la solitude était un poids physique, me pressant contre le matelas chaque matin, rendant chaque respiration plus difficile.
Je me sentais déconnectée, comme si je regardais ma vie à travers une vitre embuée. Les couleurs semblaient se plus ternes, les sons étouffés. J'ai essayé d'en parler à mon fils, Stéphane, mais il mettait toujours ça sur le compte du deuil et de l'âge. Maman, tu dois te secouer un peu, c'est normal de se sentir déprimé après tout ce que tu as traversé. Facile à dire pour lui. Il avait sa propre vie, sa femme Céline, leur maison, ses projets. Il ne voyait pas la lente désintégration qui se produisait à l'intérieur de ces murs, à l'intérieur de moi. Chaque jour, un peu plus de moi disparaissait. J'étais devenue une collection de symptômes. Maux de tête, vertige, confusion, perte d'appétit. Je me sentais comme une vieille machine qui tombait en panne, une pièce à la fois, et personne ne semblait savoir comment la réparer, ni même s'en soucier assez pour essayer. La solitude n'était pas seulement l'absence d'Antoine, c'était l'absence de compréhension, l'absence de quelqu'un qui voyait vraiment ce qui se passait. Et cette solitude était la plus effrayante de toutes. Je me demandais parfois si je devenais folle, si ces mots n'étaient que dans ma tête des manifestations de mon chagrin. Le médecin avait hoché la tête avec une sympathie professionnelle, prescrivant des vitamines et suggérant des promenades. Mais aucune vitamine ne pouvait contrer le poison qui s'infiltrait lentement dans mes veines. Et aucune promenade ne pouvait m'éloigner de la prison qu'était devenue ma maison. Le poids de 40 ans d'histoire familiale semblait maintenant s'effondrer sur moi. Les rires des enfants dans le jardin, les dîners de Noël autour de cette table, les longues discussions avec Antoine tard, dans la nuit, tout cela semblait appartenir à une autre vie, à une autre femme qui avait été forte et en bonne santé. Maintenant, je n'étais que l'ombre de cette femme, hantant les couloirs de ma propre vie, attendant quelque chose, sans savoir quoi. Peut-être juste la fin. Il y a 2 semaines, l'ambulance est venue. J'avais été trop faible pour me tenir debout. Nadine, ma voisine d'à côté, m'avait trouvée sur le sol de la salle de bain et avait appelé le 17. L'hôpital avait fait des analyses, des prises de sang, des scanners, posé des questions. Un jeune médecin aux yeux bienveillants avait tiré une chaise à côté de mon lit. « Madame Lefebvre, votre sang montre un taux élevé de monoxyde de carbone. » J'ai cligné des yeux, perplexe. « Qu'est-ce que ça veut dire ? » ?»« Cela signifie que vous avez été exposé. Avez-vous un détecteur de monoxyde de carbone chez vous ? » ?»« Oui, mon fils l'a vérifié le mois dernier. » »« Et votre voiture ? La faites-vous tourner dans un garage attenant ? » ?»« Le garage est séparé et je conduis à peine maintenant. » Il a pris des notes sur sa tablette. Stéphane est arrivé à ce moment-là, encore dans ses vêtements de travail. Il avait l'air inquiet. Il a parlé au médecin dans le couloir où je ne pouvais pas entendre. Quand il est revenu, il s'est assis sur le bord de mon lit. « Maman, le médecin pense que tu as peut-être laissé ta voiture tourner dans le garage ? Tu te souviens d'avoir fait ça ? » J'ai essayé de réfléchir. L'avais-je fait ? Ma mémoire était floue ces derniers temps. Je ne crois pas. Tu as été confuse. C'est normal. Ce sont des choses qui arrivent. Stéphane m'a ramené à la maison ce jour-là, s'est assuré que j'entrais en toute sécurité, a vérifié le détecteur lui-même, a appuyé sur le bouton de test et il a émis un bip. Il a dit « Tu vois, maman, il fonctionne très bien. Tu es en sécurité. » Mais je ne me sentais pas en sécurité. Une camionnette s'est garée dehors. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu Hugo en sortir. 24 ans, bâti comme son grand-père. Il portait un jean taché de peinture et une ceinture à outils autour de la taille. La ceinture à outils d'Antoine. Je la lui avais donnée après les funérailles. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne frappe. « Salut, mamie. » Il a souri. Puis le sourire a disparu. Il m'a dévisagé.
Tu as perdu du poids. Entre. J'ai fait du café. Il m'a suivi jusqu'à la cuisine, ses bottes lourdes sur le sol. Il a posé la boîte à outils en bois, la boîte à outils d'Antoine. Les loquets en laiton fonctionnaient encore parfaitement. « Est-ce que tu manges ?» a demandé Hugo. Quand je peux, mon estomac est dérangé. Il a tiré une chaise et s'est assis en face de moi. Son visage me rappelait tellement Antoine à cet âge. La même mâchoire forte, les mêmes yeux attentifs qui remarquaient tout. Tu m'as dit qu'il y avait des fissures dans le mur de ta chambre, au-dessus de la fenêtre. Elles sont apparues il y a quelques mois. Je vais jeter un œil. Il s'est levé et a pris la boîte à outils. Ça ne te dérange pas si je vérifie quelques autres choses pendant que je suis là? Fais comme chez toi. Je l'ai suivi à l'étage, plus lentement que je ne l'aurais voulu. Il a dû s'arrêter sur le palier pour m'attendre. Dans ma chambre, il a examiné les fissures, a passé ses doigts le long d'elles, a reculé et a penché la tête. Ce ne sont pas des fissures de tassement normales. Il a regardé autour de la pièce. Il se passe autre chose ici. Que veux-tu dire? Il s'est approché de la bouche de chauffage dans le mur, s'est accroupi, a touché le métal peint. Ça n'a pas l'air normal. Stéphane l'a peint quand il a scellé les anciennes bouches d'aération il y a 3 mois. Il a dit qu'elles laissaient passer des courants d'air. Pour l'efficacité énergétique, pour réduire mes factures de chauffage. Hugo est devenu très immobile. Il s'est figé, son corps entier tendu comme une corde. Il n'a pas répondu tout de suite, se contentant de fixer la bouche d'aération avec une intensité qui m'a glacé le sang. Le silence dans la pièce est devenu lourd, presque palpable. La lumière de la fin de matinée filtrait à travers les rideaux, projetant de longues ombres qui dansaient sur le sol et semblaient se moquer de la fausse normalité de la scène. Pour l'efficacité énergétique? A-t-il finalement répété, sa voix basse et dépourvue de toute inflexion. Il s'est relevé lentement, comme un vieil homme, et a commencé à inspecter les murs avec une attention méticuleuse que je ne lui avais jamais vue. Il ne se contentait pas de regarder. Il semblait écouter, sentir, chercher quelque chose que seul un œil exercé comme le sien, héritier du savoir-faire de son grand-père, pouvait percevoir. Il a fait le tour de la pièce, ses doigts effleurant la surface du papier peint, s'arrêtant à un autre endroit où la texture de la peinture semblait légèrement différente, presque imperceptiblement plus récente. Son front était plissé par la concentration, sa mâchoire serrée. Je pouvais presque entendre les rouages de son esprit tourner, assemblant des pièces d'un puzzle que je ne pouvais même pas voir. « Mamie, est-ce que je peux ouvrir une petite section de ce mur? Je le réparerai après, ne t'inquiète pas. » Sa demande était polie, mais son ton n'admettait aucun refus. C'était une nécessité, pas une question. Si tu penses que c'est nécessaire. Il est allé à sa camionnette et est revenu avec un cutter et un pied de biche. Il a incisé la peinture avec soin le long du joint où la nouvelle plaque de plâtre rencontrait l'ancienne. Puis, avec une précision chirurgicale, il a fait levier pour retirer une section juste assez grande pour voir derrière. Derrière le plâtre neuf se trouvait l'une des grilles de ventilation originales d'Antoine, complètement recouverte, scellée. Hugo l'a touchée, sans rien dire pendant un long moment. Ses épaules se sont affaissées légèrement, comme si le poids d'une terrible vérité venait de s'abattre sur lui. « Qui a fait ces travaux ?» Sa voix sonnait différemment. Plate, morte. « Stéphane. Il est venu plusieurs fois, il a refait toute la pièce. » Hugo s'est redressé et a levé les yeux vers le détecteur de monoxyde de carbone au plafond. Il a traîné le fauteuil de mon bureau, est monté dessus, a décroché le détecteur et a ouvert le panneau arrière. Ses mains tremblaient visiblement maintenant. Il m'a montré l'intérieur. La pile est soudée. Morte.
Ce détecteur ne fonctionne pas. Quelqu'un l'a modifié pour qu'il ne puisse rien détecter. Mon cœur s'est serré. Mais Stéphane l'a testé. Je l'ai entendu biper. Il peut biper sans détecter. Regarde ces fils. Ça a été fait exprès. Il est descendu du fauteuil, tenant le détecteur inutile. Sa mâchoire se contractait comme s'il mâchait des mots qu'il ne pouvait pas dire. Je dois vérifier ta cave. Hugo, qu'est-ce qui ne va pas? Je dois vérifier maintenant. Il est descendu les escaliers de la cave, à toute vitesse. Je l'ai entendu déplacer des choses, le bruit de quelque chose de lourd qu'on pousse. Puis plus rien, juste le silence. J'ai attendu dans la cuisine. Mes mains ne voulaient pas s'arrêter de trembler. Je me suis agrippée au bord du comptoir. 20 minutes se sont écoulées, peut-être plus. Finalement, ses pas sont revenus. Il s'est arrêté dans l'embrasure de la porte. Sa chemise était sale, de la poussière dans les cheveux. Il tenait son téléphone. Il s'est assis en face de moi. Je dois te montrer quelque chose. Il a tourné l'écran du téléphone vers moi. Des photos, des tuyaux, des raccords métalliques, une petite boîte avec des fils. Je ne comprenais pas ce que je voyais. C'est sous le plancher de ta chambre. Quelqu'un a installé une conduite de gaz là. Il y a un minuteur attaché. Il est réglé pour libérer du monoxyde de carbone quand ton chauffage se met en marche la nuit. Les mots n'avaient aucun sens. J'ai fixé les photos. C'est de l'ingénierie, mamie. Quiconque a fait ça connaît les systèmes mécaniques. Ça a demandé de la planification, des mois de travail. Sa voix s'est brisée. Quelqu'un essaie de te tuer lentement. Le monde autour de moi a semblé se dissoudre, remplacé par un bourdonnement assourdissant dans mes oreilles. Chaque parole d'Hugo était comme un coup de marteau, brisant les fondations de ma réalité. Les bouches d'aération scellées piègent le gaz dans ta chambre. Le faux détecteur s'assure que tu ne connais pas tes symptômes. La visite à l'hôpital. Tout ça. C'est pour ça. Je l'ai regardé, la ceinture à outils d'Antoine autour de sa taille, son visage si semblable à celui de l'homme que j'avais épousé. La vérité était un monstre qui se dressait dans ma cuisine, laid et indéniable. C'est Stéphane qui a fait les travaux dans ma chambre. Je sais, c'est un ingénieur en mécanique. Je sais. Mon fils. Mon fils que j'avais élevé, que j'avais nourri, habillé et aimé. Le petit garçon qui tenait ma main en traversant la rue, l'adolescent que j'avais consolé après sa première peine de cœur, l'homme que je regardais avec fierté lors de la remise de son diplôme. Ce fils-là. Hugo a tendu la main sur la table et a pris la mienne. Ses doigts étaient froids, ou peut-être étaient-ce les miens. Fais un sac, tout de suite. On quitte cette maison. N'appelle pas Stéphane. N'appelle pas Isabelle. Ne dis à personne où nous allons. C'est ma maison. La phrase est sortie comme un murmure rauque, une dernière tentative désespérée de m'accrocher à ce que je connaissais. Elle n'est pas sûre. S'il te plaît, mamie. J'ai regardé autour de moi la cuisine qu'Antoine avait construite, les placards qu'il avait fabriqués, le sol qu'il avait posé, chaque planche et chaque clou mis en place pour nous protéger. Quelqu'un l'avait transformé en piège. À travers la fenêtre de la cuisine, j'ai vu une berline sombre garée plus bas dans la rue. Elle était là quand Hugo était arrivé. Je n'y avais pas pensé jusqu'à présent. D'accord, ai-je dit, ma voix n'étant plus qu'un souffle. Laisse-moi prendre mes affaires. La décision était prise, mais mon corps refusait d'obéir. Je me sentais pétrifiée, enracinée à ma chaise par l'horreur. C'était comme si mon esprit s'était séparé de mon corps, flottant au-dessus de la scène, observant cette vieille femme frêle et son petit-fils au visage grave. Hugo s'est levé, sa présence solide et rassurante dans le chaos qui m'envahissait. Il m'a aidé à me lever, sa main ferme sur mon bras.
Ensemble, nous sommes montés à l'étage, dans la chambre qui était devenue une chambre à gaz miniature, un instrument de ma mort lente. Chaque pas était un effort. L'escalier qu'Antoine avait construit, dont je connaissais chaque craquement, me semblait étranger et menaçant. En entrant dans ma chambre, je l'ai vu avec des yeux nouveaux. Ce n'était plus mon sanctuaire, mais la scène d'un crime en cours. Les murs semblaient se refermer sur moi. Le lit où j'avais dormi, où j'avais rêvé, où j'avais pleuré la perte de mon mari, était l'endroit où je m'empoisonnais nuit après nuit. J'ai ouvert mon armoire, mes mains tremblantes attrapant au hasard quelques vêtements. Un pull, un pantalon, des sous-vêtements. Des choses sans importance. La seule chose que je voulais vraiment était la photo d'Antoine sur ma table de chevet. Je l'ai prise, le cadre froid dans ma main. Son sourire semblait me dire de rester forte. Hugo attendait près de la porte, veillant sur moi. Il a pris le petit sac que j'avais rempli. « On a tout ?» a-t-il demandé doucement. J'ai hoché la tête, incapable de parler. En redescendant, mon regard a été attiré par le salon. Le fauteuil d'Antoine, les étagères remplies de ses livres, 40 ans de vie contenus dans ces murs, et je partais, fuyant mes propres enfants. La douleur de cette pensée était si vive qu'elle m'a coupé le souffle. C'était une trahison si profonde, si monstrueuse, qu'elle défiait toute compréhension. Mes enfants, ma chair et mon sang. Comment? Pourquoi? Ces questions tournaient en boucle dans mon esprit, mais il n'y avait pas de réponse, seulement la réalité brutale de la fuite. Nous avons atteint la porte d'entrée. Avant de sortir, j'ai jeté un dernier regard en arrière. La maison était silencieuse, baignée dans la lumière de l'après-midi. Elle semblait attendre, comme si elle savait que je ne reviendrais jamais de la même manière. J'ai fermé la porte derrière moi, le clic du verrou sonnant comme un point final. La berline sombre était toujours là, un point noir menaçant dans cette rue de banlieue tranquille. Hugo m'a aidé à monter dans sa camionnette, et alors que nous nous éloignions, je n'ai pas regardé en arrière. Je ne pouvais pas. Regarder en arrière aurait été comme regarder ma propre tombe. Hugo conduisait vite, mais pas imprudemment. J'étais assise sur le siège passager, les mains croisées sur mes genoux, regardant le quartier disparaître derrière nous. Chaque maison de ma rue contenait des souvenirs. 40 ans de fêtes d'anniversaire, de fêtes des voisins et de tasses de sucre prêtées. Envolées maintenant, en 5 minutes. Ma petite valise était à mes pieds. J'avais fait mes bagages comme Hugo me l'avait dit. Des vêtements, des médicaments, ma brosse à dents, la photo d'Antoine de la table de chevet. J'avais tout laissé derrière moi. Nous avons roulé pendant 25 minutes avant qu'Hugo ne quitte l'autoroute. Un café-restaurant se trouvait seul sur un parking. Un de ces endroits ouverts, 24 heures sur 24, avec des néons brillants. Seulement 2 autres voitures dehors. « Il faut qu'on parle », a dit Hugo. « Loin de la maison. » À l'intérieur, ça sentait le café et les viennoiseries. Une serveuse aux yeux fatigués nous a apporté des menus. Hugo a commandé du café pour nous deux. Je savais que je ne boirais pas le mien. Il a sorti son téléphone et l'a posé sur la table entre nous. L'écran montrait la photo des tuyaux et des fils sous le plancher de ma chambre. « Regarde ça !» a-t-il dit. Il a zoomé sur une boîte en métal. C'est un minuteur. Il est connecté à la conduite de gaz. Quand ton thermostat demande du chauffage la nuit, cela déclenche une fuite lente dans ta chambre. J'ai fixé l'écran. L'appareil avait l'air petit, professionnel, comme quelque chose qu'on achèterait dans un magasin de bricolage. Le fait que les bouches d'aération soient scellées maintient le gaz piégé dans ta chambre. Il s'accumule pendant que tu dors,
Pas assez pour te tuer en une nuit, mais sur des semaines et des mois. Il a balayé l'écran vers une autre photo. C'est la grille de ventilation que grand-père a installée. Tu vois comment elle est complètement recouverte? C'est du plâtre frais. D'il y a 3 mois peut-être. Stéphane a dit qu'il aidait, qu'il rendait la maison plus économe en énergie. Il la transformait en piège mortel. La mâchoire d'Hugo s'est crispée. Il s'est arrêté, a fermé les yeux. Quand il les a rouverts, sa voix était plus calme. Mon père connaît l'ingénierie mécanique, les débits, les temps d'exposition, comment le monoxyde de carbone affecte le corps. C'est son travail. Le café est arrivé. J'ai enroulé mes mains autour de la tasse pour la chaleur, même si je n'avais pas froid. Hugo fixait l'écran de son téléphone. Je n'arrête pas de penser qu'il y a une autre explication, que peut-être quelqu'un d'autre a fait ça. Mais je connais son travail. J'ai vu les projets qu'il construit dans son garage. Il a levé les yeux vers moi. C'est exactement comme ça que papa concevrait quelque chose. Précis, calculé. C'est ton père. Je sais. Sa voix s'est brisée. Et il essaie de te tuer. Hugo a ouvert un navigateur sur son téléphone et a tapé. Ses doigts se déplaçaient rapidement sur l'écran. Il s'est arrêté et l'a tourné vers moi. Papa travaille pour Apex Aérospatiale. Depuis 20 ans. Oui. Regarde ça. Il m'a montré un article de presse. Ils avaient annoncé des licenciements massifs il y a 6 mois. Consolidation de postes, suppression de personnel senior. J'ai lu le titre. Mes yeux n'arrivaient pas à faire le point correctement. Stéphane ne m'a jamais parlé de licenciement. Il n'en a parlé à personne. Je l'ai découvert il y a 2 mois quand je suis passée chez lui à l'improviste. Il était au téléphone avec quelqu'un au sujet des indemnités de licenciement. Les mains d'Hugo se sont resserrées autour de sa tasse de café. Il a dit que ce n'était pas son poste qui était supprimé, mais il mentait. Je l'ai senti. Mon estomac s'est retourné. Il a une famille, une hypothèque. Je sais. Et s'il perd son emploi à 45 ans dans son domaine, il n'en trouvera pas un autre facilement. Pas au même salaire. Hugo a affiché le profil professionnel de son père. La photo de Stéphane souriait depuis l'écran. Costume bleu marine, expression confiante. Le profil indiquait son poste chez Apex. Rien sur les licenciements. Je me suis souvenu du Noël dernier. Stéphane avait l'air plus mince, stressé. Il s'était emporté contre Céline pour une broutille. Je lui avais demandé si tout allait bien. Il avait dit oui, juste le travail qui était exigeant. Je l'avais cru. Grand-père a dit quelque chose avant de mourir, ai-je dit, me souvenant d'une conversation à voix basse. Ah, propos de Stéphane qui avait des problèmes d'argent. Il avait pris une 2e hypothèque. Hugo a hoché la tête. Je me souviens. Grand-père était inquiet. Il voulait t'aider, mais papa a refusé. Antoine a dit... Stéphane lui a dit que tout était sous contrôle. Ce n'était pas le cas. Hugo a posé son téléphone et s'est frotté le visage. Je suis allée dîner chez eux il y a 3 mois. Papa a reçu un appel de la banque. Il est sorti pour le prendre. Quand il est revenu, il avait l'air malade. Maman avait l'air d'avoir pleuré. J'avais vu Céline pleurer 2 fois en 20 ans. Une fois à la mort de sa mère, une fois quand elle avait fait une fausse couche. Ta maison vaut 800 000 € maintenant, a dit Hugo. Tu me l'as dit l'année dernière quand tu l'as fait estimer. Le quartier a changé. De jeunes familles s'installent. Et tu en es pleinement propriétaire. Pas d'hypothèque. Il a rencontré mes yeux. Si tu meurs, la succession est partagée. Papa et tante Isabelle reçoivent chacun la moitié. 400 000 € chacun. Le café-restaurant m'a semblé soudainement trop froid. Ce n'est pas une raison suffisante pour tuer quelqu'un. Si tu es en train de te noyer. Hugo a repris son téléphone. Ses mains tremblaient légèrement. Et tante Isabelle?
Je sais que l'oncle Paul est malade. Je ne voulais pas répondre. Isabelle était ma fille, la tante d'Hugo. Elle lui avait appris à faire du vélo quand il avait 6 ans. Elle n'avait jamais manqué un seul de ses anniversaires. Paul a une maladie rénale, ai-je dit, depuis plus d'1 an maintenant. Les médicaments sont chers, n'est-ce pas? Isabelle l'a mentionné au printemps dernier. 2500 € par mois. Leur assurance couvre les bases, mais pas tout ce dont il a besoin. Hugo a hoché lentement la tête. Elle m'en a parlé aussi. À l'anniversaire de grand-père, l'année de sa mort, elle a pleuré. A dit qu'elle ne savait pas comment il s'en sortirait. Il fixait son café. Elle travaille dans la gestion des sinistres pour une assurance. Elle saurait exactement comment fonctionnent les enquêtes sur les décès, ce qui semble suspect et ce qui ne l'est pas. La vérité pesait lourdement entre nous. Ma fille avait aidé à planifier mon meurtre. Mon fils l'exécuterait. Tous deux désespérés, tous deux consentants. Ma vision s'est brouillée. Les visages de mes enfants, bébés, souriant dans mes bras, ont flashé devant mes yeux. Le souvenir d'Isabelle, petite fille, me tendant un dessin d'une maison avec une famille de bonshommes allumettes, papa, maman, Stéphane et elle, tous se tenant la main sous un soleil souriant. Où était passée cette petite fille? Comment avait-elle pu se transformer en cette femme capable de calculer froidement la mort de sa propre mère? La douleur était une chose physique, une lame de glace qui me transperçait la poitrine. C'était au-delà de la trahison. C'était la négation de tout ce que nous avions été, de chaque moment d'amour partagé, de chaque sacrifice fait. Chaque souvenir heureux était maintenant souillé. Chaque « je t'aime » prononcé par eux résonnait dans ma tête comme un mensonge cruel. J'ai repensé à d'innombrables conversations avec Isabelle au téléphone, où elle se plaignait du coût des soins de Paul, de la pression, du stress. Je l'avais écoutée avec sympathie, lui offrant mon soutien, lui disant que les choses finiraient par s'arranger. Et pendant tout ce temps, elle me voyait non pas comme sa mère, mais comme une solution financière, une police d'assurance vie à encaisser. Maman est dans l'immobilier, a continué Hugo, sa voix me sortant de ma spirale de souvenirs douloureux. Elle connaîtrait la valeur de ta maison au centime près, connaîtrait le marché, la vitesse à laquelle elle pourrait la vendre. Céline et moi étions proches autrefois, avant que je ne choisisse le bâtiment plutôt que l'université. Je l'ai regardé. Ça a changé les choses. Papa a fait en sorte que ça change les choses. Il a arrêté de m'inviter au dîner de famille. Il a dit que j'avais fait mon choix, que je devais vivre avec. La voix d'Hugo s'est durcie. Maman a suivi le mouvement, tante Isabelle aussi, la plupart du temps. Tu as été la seule à ne pas me traiter différemment. Ton grand-père n'aurait jamais permis ça. Je sais. C'est pour ça que papa a attendu qu'il soit mort pour vraiment me couper les ponts. Nous sommes restés silencieux un moment. La serveuse a rempli le café d'Hugo sans demander. Il l'a remercié mais n'y a pas touché. Mon téléphone a vibré dans mon sac. J'ai sursauté. Hugo s'est penché et l'a sorti. Il a regardé l'écran. 8 appels manqués de papa. 5 de tante Isabelle. Ils savent que je suis partie. Ils savent que quelque chose ne va pas. Il m'a tendu le téléphone. Ne réponds pas encore. J'ai fixé la liste. Le nom de Stéphane, encore et encore. Le nom d'Isabelle, entre eux. Mes enfants. Je leur avais appris à marcher, à lire, à être gentils. Ils appelaient maintenant parce qu'ils voulaient mieux savoir si leur plan échouait. Un souvenir m'a frappé, soudain et vif. Hugo devait avoir 10 ans, peut-être 11. Un jour d'été, un soleil de plomb. Antoine construisait une terrasse dans notre jardin. Hugo était assis à côté de lui, observant chaque mouvement.
Antoine lui montrait comment vérifier si les planches étaient de niveau, comment fraiser les vis. Stéphane est sorti avec une bière, les regardant travailler. Son visage avait une expression que je n'avais pas su nommer à l'époque, mais que je reconnaissais maintenant. Du ressentiment. Son propre père enseignant à son propre fils le travail que Stéphane avait rejeté. Le travail pour lequel Stéphane se croyait trop bien. Antoine avait levé les yeux, souri. « Stéphane, tu veux aider ? On aurait besoin d'une paire de mains supplémentaires. » Stéphane avait dit non. Il avait dit qu'il avait un journal d'ingénierie à lire, quelque chose d'important. Il était retourné à l'intérieur. Hugo avait demandé à Antoine pourquoi papa n'aimait pas la menuiserie. Antoine avait répondu « Certaines personnes construisent avec leurs mains, d'autres avec leur esprit. Les deux sont importants. » Mais j'avais vu la peine dans les yeux d'Antoine. J'ai cligné des yeux et le souvenir s'est estompé. Hugo me regardait. « Ton grand-père était si fier de toi, » ai-je dit. « Je sais. Stéphane était jaloux. Même quand tu étais petit. Je le sais aussi. » La voix d'Hugo était basse. Mais je n'aurais jamais pensé qu'il... J'ai tendu la main sur la table et j'ai pris la sienne. Moi non plus. Hugo a ouvert son application de cartographie. Il y a un hôtel à 60 kilomètres d'ici. Je vais te prendre une chambre. Pas à ton nom. Au mien. Si on se cache complètement, ils sauront qu'on est en fuite. Ils me trouveront probablement. Mais on a besoin de temps pour réfléchir à tout ça. La serveuse a apporté l'addition. Hugo a payé en espèces et nous sommes sortis vers la camionnette. Le soleil s'était couché pendant que nous parlions. Les lumières du parking bourdonnaient au-dessus de nos têtes. Hugo a démarré le moteur, mais est resté assis un moment. Je dois télécharger ces photos, me les envoyer par email, les mettre dans le cloud. Si papa découvre que j'ai des preuves, il pourrait essayer de les détruire. Fais-le. Il a travaillé sur son téléphone pendant que je regardais les camions passer sur l'autoroute. Antoine et moi faisions des voyages en voiture. Nous nous arrêtions dans des endroits comme celui-ci. Il commandait trop de nourriture et riait quand je ne pouvais pas finir la mienne. « C'est fait !» a dit Hugo finalement. Même s'il arrive quelque chose à mon téléphone, les preuves sont en sécurité. Il s'est engagé sur l'autoroute. J'ai regardé le café-restaurant disparaître dans le rétroviseur. L'hôtel était petit et simple. Le genre d'endroit où personne ne pose de questions. Hugo a payé en espèces pour une nuit. Chambre 214, deuxième étage. À l'intérieur, ça sentait les produits de nettoyage et la vieille moquette. Un lit, une chaise, une salle de bain avec un robinet qui goutte. Je me suis assise sur le bord du lit. Hugo s'est assis sur la chaise en face de moi. « Essaie de dormir un peu. » »« Je ne peux pas. »« Repose-toi alors. On verra quoi faire demain matin. » Je me suis allongée sur les couvertures, encore habillée, et j'ai fixé la dalle de plafond tachée d'eau. Quelque part dans le couloir, une porte a claqué. Mon fils essayait de m'assassiner. Ma fille l'aidait. Mon petit-fils était la seule raison pour laquelle j'étais encore en vie. J'ai fermé les yeux, mais le sommeil ne venait pas. La réalité de la situation était un poids écrasant, une ancre qui me tirait vers des profondeurs de désespoir que je n'aurais jamais imaginées. Chaque détail de leur plan, tel que révélé par Hugo, était une nouvelle entaille dans mon cœur déjà brisé. La précision, le calcul froid, l'absence totale d'empathie. C'était ça qui me hantait le plus. Ce n'était pas un crime passionnel, un acte de folie momentanée. C'était une exécution planifiée sur des mois, menée par les deux personnes à qui j'avais donné la vie. L'image de Stéphane ajustant le minuteur sous ma chambre, de ses mains d'ingénieur transformant la maison de son père en tombeau, était une torture. Et Isabelle, ma douce Isabelle, faisant des recherches sur les protocoles d'enquête
pour s'assurer que leur crime serait parfait. Le robinet qui goutte dans la salle de bain marquait le temps. Chaque gouttelette, un rappel de la lente fuite de ma vie. Une fuite qu'ils avaient orchestrée. Comment en étions-nous arrivés là? Étais-je une si mauvaise mère? Avais-je raté quelque chose? Un appel à l'aide? Un signe de leur détresse ou de leur noirceur? Je fouillais dans mes souvenirs, cherchant des indices, mais je ne trouvais que des moments de vie de famille ordinaires, des hauts et des bas, des joies et des peines. Rien qui ne puisse justifier une telle monstruosité. L'argent, c'était donc ça. La valeur d'une maison, quelques centaines de milliers d'euros, valait plus que la vie de leur mère. Cette pensée était si vile, si réductrice de tout ce que nous avions partagé, qu'elle me donnait la nausée. Ils avaient regardé leur héritage et y avaient vu un obstacle à éliminer, pas une personne à chérir. J'ai senti une vague de colère monter en moi, une colère froide et dure qui a momentanément éclipsé le chagrin. La colère contre leur cupidité, leur lâcheté. La colère contre leur profanation de la mémoire d'Antoine, de tout ce qu'il représentait. Le travail acharné, l'honnêteté, la protection de sa famille. Ils avaient tout sali. J'ai regardé Hugo, endormi sur la chaise inconfortable. Il était le véritable héritier d'Antoine. Pas par le sang seulement, mais par l'esprit. Il avait hérité de son intégrité, de son courage, de son sens du devoir. En me sauvant, il honorait son grand-père de la manière la plus profonde qui soit. Une larme a roulé sur ma tempe et s'est perdue dans mes cheveux. Ce n'était pas une larme de tristesse, mais de gratitude. Au milieu de cette obscurité insondable, il y avait cette lumière. Mon petit-fils. Il était mon encre maintenant, la seule chose qui m'empêchait de sombrer complètement. Je ne savais pas ce que l'avenir nous réservait, mais je savais une chose, je ne les laisserais pas gagner. Je ne me laisserais pas mourir, ni physiquement, ni spirituellement. Je devais vivre, pour Antoine, pour Hugo et pour moi-même. Je n'ai pas dormi. Chaque bruit dans cet hôtel me faisait sursauter. Des pas dans le couloir, une porte qui se fermait quelque part, au loin. La machine à glaçons qui grondait. À chaque fois, mon cœur battait la chamade et je fixais la porte. Hugo s'était endormi sur la chaise, la tête penchée à un angle qui lui ferait mal au cou le matin. Son téléphone était posé sur la petite table à côté de lui, l'écran sombre. Je l'ai regardé respirer et j'ai essayé de me calmer, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à la porte. Vers 3 heures du matin, je me suis levée et j'ai vérifié la serrure, j'ai testé la poignée, le verrou était bien enclenché, la chaîne était mise. Je suis restée là dans le noir, ma main sur le métal froid, et j'ai réalisé ce que je faisais. J'avais peur de mes propres enfants, pas d'étrangers, pas de cambrioleurs ou de violences aléatoires. Mon fils Stéphane et ma fille Isabelle, les bébés que j'avais allaités et bercés, les bambins que j'avais poursuivis dans le jardin, les adolescents que j'avais conduits à l'entraînement de football et aux leçons de piano. Ils voulaient ma mort, et maintenant, ils me cherchaient. Je suis retournée au lit, mais je ne me suis pas allongée. Je suis juste restée assise sur le bord, les mains sur mes genoux, attendant le matin. Le soleil s'est levé, gris et froid. Hugo s'est réveillé, raide, se frottant le cou. Il m'a vue assise là et n'a pas demandé si j'avais dormi. Il le savait déjà. « Je dois retourner à la maison », a-t-il dit. « Quoi ? Non. Ton carnet de symptômes, celui que tu gardais près de ton lit, on l'a laissé là-bas. » Il s'est levé et s'est étiré en grimaçant. « La police en aura besoin. Ça montre le schéma, comment tes symptômes se sont aggravés avec le temps. » « C'est trop dangereux. Stéphane pourrait être là. » « Je serai prudent.
J'entre et je sors. 5 minutes. Il a pris les clés de sa camionnette sur la table. Tu restes ici. Verrouille la porte derrière moi. Ne l'ouvre à personne sauf à moi. Hugo. Je dois le faire, mamie. Sans ce carnet, il est plus difficile de prouver que c'était prémédité. Il est parti avant que je puisse argumenter davantage. J'ai verrouillé la porte comme il l'avait dit. J'ai mis la chaîne, puis je me suis assise sur le lit et j'ai attendu. 45 minutes se sont écoulées. Je les ai comptées sur le réveil numérique près du lit. Chaque minute semblait en durer 10. Finalement, j'ai entendu sa camionnette dans le parking. Ses pas dans les escaliers. On a frappé à la porte. C'est moi. J'ai ouvert la porte. Hugo est entré rapidement, respirant fort. Il avait le carnet à la main, mais son visage n'allait pas. Pâle, effrayé. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a verrouillé la porte et s'est assis lourdement sur la chaise. Papa était là? Et maman? Je me suis cachée dehors près du garage et j'ai écouté par la fenêtre de la cuisine. Elle était entr'ouverte. Qu'as-tu entendu? Papa était au téléphone. Je l'entendais clairement. Il a dit « Hugo l'a emmené. Si la police voit cette maison, on est fichu. On doit les trouver maintenant. » Hugo m'a regardé. Puis maman a dit « Je vais appeler tous les hôtels de la région. » Elle a probablement utilisé ton vrai nom. Elle n'aurait pas pensé à se cacher. Mon cœur s'est serré. Papa a dit autre chose. La voix d'Hugo a baissé. Il a dit « On est allé trop loin maintenant. On doit finir le travail. » La pièce a semblé plus petite. Soudain, les murs étaient trop proches. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ne vont pas s'arrêter. Hugo s'est levé et a commencé à faire les 100 pas. S'ils nous trouvent, ils vont... Il n'a pas terminé, mais il n'en avait pas besoin. Je suis restée assise sur le lit, mes mains agrippant le couvre-lit bon marché. C'était réel. C'était en train de se produire. On devrait partir, ai-je dit. Aller ailleurs, dans une autre ville. Et aller où? Si maman appelle les hôtels, elle nous trouvera n'importe où. Hugo a cessé de faire les 100 pas. On doit réfléchir, trouver quoi faire. Le téléphone sur la table de chevet a sonné. Nous l'avons tous les deux fixé. Le téléphone de l'hôtel, pas mon portable. Il a sonné de nouveau, strident dans la pièce silencieuse. « Ne réponds pas, » a dit Hugo. Il a sonné 4 fois de plus, puis s'est arrêté. Nous sommes restés figés, à l'écoute. Mon cœur battait si fort que je le sentais dans ma gorge. 30 secondes plus tard, mon portable a sonné. Je l'avais laissé sur le lit. Le nom d'Isabelle a illuminé l'écran. Hugo a secoué la tête vers moi. Le téléphone a sonné et sonné. Finalement, il s'est arrêté, puis a immédiatement recommencé. Isabelle rappelait. Peut-être que je devrais répondre, ai-je dit. Voir ce qu'elle dit. Non, pas encore. Le téléphone a cessé de sonner. 1 minute s'est écoulée. Puis, il a recommencé. Le nom d'Isabelle, encore et encore sur l'écran. Hugo a attrapé le téléphone et l'a éteint complètement. On ne peut pas leur parler, pas avant d'avoir un plan. Il est allé à la fenêtre et a regardé à travers un interstice dans les rideaux. Il est resté là un long moment, puis est devenu très immobile. Mamie? Quoi? La voiture de papa vient d'entrer dans le parking. Mon sang s'est glacé. Il nous a trouvés. Maman a dû appeler cet hôtel, demander si tu étais là. Hugo s'est éloigné de la fenêtre. La voiture de tante Isabelle vient d'arriver aussi. Ils sont tous là. Je ne pouvais plus respirer correctement. Qu'est-ce qu'on fait? Hugo bougeait déjà. Il a sorti son téléphone et a composé un numéro, le tenant à son oreille.
Le 17. Quelle est votre urgence? Je m'appelle Hugo Lefebvre. Je suis à l'auberge du Pont sur la Nationale 42. Mon père et ma tante sont là. Ils essaient de faire du mal à ma grand-mère. Nous avons besoin d'aide. Je pouvais entendre la voix de l'opérateur, minuscule à travers le téléphone, posant des questions. Oui, nous sommes dans la chambre 214. Ils sont sur le parking en ce moment. Hugo m'a regardé. Non, nous ne pouvons pas quitter la chambre. Ils nous verront. Pause. D'accord. Oui, je garde la ligne ouverte. Il a mis le téléphone dans sa poche, mais n'a pas raccroché. On a frappé à la porte. Pas fort, presque doucement. Maman. La voix de Stéphane. La voix de mon fils. Maman. Je sais que tu es là. Ouvre la porte. S'il te plaît, on veut juste parler. Hugo a attrapé ma valise et m'a fait signe d'aller vers la salle de bain. Je l'ai suivi, mes jambes tremblantes. Il a montré une deuxième porte que je n'avais pas remarquée auparavant. Une sortie vers le couloir de service. Quand j'ouvrirai ça, on court vers les escaliers. Ne t'arrête pas. Ne regarde pas en arrière. Un autre coup. Plus fort maintenant. Maman, tu ne fais qu'empirer les choses. Hugo t'a fait peur pour rien. Nous sommes ta famille. Nous t'aimons. La main d'Hugo s'est refermée sur la poignée de la porte. Prête? J'ai hoché la tête. Le coup s'est transformé en martèlement. Maman, ouvre cette porte tout de suite. Hugo a ouvert la porte d'un coup sec. Le couloir de service était vide et sombre. Nous avons couru. Derrière nous, j'ai entendu la voix de Stéphane devenir plus forte, puis un fracas. Il essayait de défoncer la porte. Nous avons atteint les escaliers de secours. Hugo m'a entraîné vers le bas rapidement, une main sur mon bras pour me stabiliser. Nos pas résonnaient dans la cage d'escalier en béton. Nous avons débouché par la sortie du bas dans la ruelle derrière l'hôtel. L'air froid m'a frappé le visage. La ruelle sentait les ordures et la graisse d'ébène de restaurant. Hugo m'a tiré vers sa camionnette, garée à l'extrémité du bâtiment. Puis, je les ai vus. Isabelle se tenait à une extrémité de la ruelle, près de la rue. Céline se tenait à l'autre extrémité, près de la clôture. Toutes deux bloquaient notre issue. Hugo s'est arrêté, me poussant derrière lui. Isabelle a commencé à marcher vers nous. Stéphane a contourné le coin depuis l'avant de l'hôtel. Il nous a vus, piégés entre Isabelle et Céline. Son visage a changé. Pas de colère. Quelque chose de plus froid que ça. « Maman, arrête ça !» Il s'est approché de nous lentement. « Tu es confuse, tu es malade. Le monoxyde de carbone a affecté ton cerveau. » Je me suis serrée contre le dos d'Hugo. « Les médecins auxquels tu as menti. » Je n'ai pas menti. Tu as des délires. De la paranoïa. C'est un symptôme. Stéphane s'est arrêté à quelques mètres. Sa voix est restée calme, contrôlée, comme s'il expliquait quelque chose à un enfant. Hugo t'a rempli la tête d'histoires qui ne sont pas vraies. Nous sommes ta famille. Nous ne te ferions jamais de mal. J'ai trouvé l'appareil, papa. La voix d'Hugo était stable, mais je pouvais le sentir trembler. Sous le plancher de la chambre de mamie, le minuteur, les bouches d'aération scellées, le faux détecteur. J'ai tout photographié. Tu as photographié un système de chauffage normal et tu as décidé que c'était quelque chose de sinistre parce que tu as toujours pensé le pire de moi. Arrête de mentir. La mâchoire de Stéphane s'est contractée. Le masque calme a glissé. Tu ne comprends pas ce que nous traversons, ce que c'est que de perdre tout ce pourquoi tu as travaillé toute ta vie. Alors tu as décidé de tuer ta mère. Nous avons décidé de survivre. La voix de Stéphane s'est élevée. Je perds mon emploi. 20 ans dans cette entreprise, et il me jette comme un déchet. J'ai 3 mois d'indemnité, et puis plus rien. Tu sais combien de dettes nous avons, combien nous devons. Céline a parlé derrière nous.
Nous sommes sur le point de perdre notre maison, tout ce que nous avons construit, l'avenir de nos enfants. » Sa voix s'est brisée. Ta grand-mère a plus que ce dont elle a besoin. Elle a 68 ans. Elle a vécu sa vie. Pourquoi devrait-elle avoir 800 000 € qui dorment dans une maison alors que nous perdons tout? Je me suis tournée pour la regarder. Ma belle-fille. Je l'avais aidée à choisir sa robe de mariée. J'avais gardé Hugo quand il était petit pour qu'elle puisse retourner travailler. Alors vous avez pensé que vous alliez simplement me tuer et prendre l'argent. Nous pensions que tu aurais une mort paisible dans ton sommeil. Le visage de Céline était humide de larmes, mais sa voix est restée dure. Les personnes âgées meurent. Ça arrive. Personne n'aurait posé de questions. Sauf que je ne suis pas morte assez vite. Les mots avaient un goût de poison dans ma bouche. Isabelle s'est rapprochée de l'autre direction. Ça prend trop de temps. Maman, tu dois venir avec nous tout de suite avant que ça n'empire. Empirer pour qui? A demandé Hugo. Pour tout le monde. Isabelle a fouillé dans la poche de son manteau, a sorti une petite seringue remplie d'un liquide clair. J'ai apporté quelque chose pour t'aider à te calmer, maman. Tu es agitée, confuse. Ça te fera te sentir mieux. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? A exigé Hugo. Juste un sédatif pour l'aider à se reposer. Tante Isabelle, qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans? Isabelle n'a pas répondu. Elle a fait un autre pas en avant. Stéphane s'est dirigé vers la voiture de Céline, garée près de la clôture, a ouvert le coffre, est revenu en tenant une croix de démontage. Hugo, éloigne-toi de ta grand-mère. Non. C'est une affaire de famille, ça ne te concerne pas. C'est ma grand-mère. Papa, c'est ta mère. La voix d'Hugo s'est brisée sur le dernier mot. Comment peux-tu faire ça? Stéphane a soupçé la croix de démontage. Tu as toujours été comme lui, comme ton grand-père, pensant que tu vaux mieux que tout le monde, parce que tu travailles avec tes mains, méprisant les gens qui sont allés à l'université, qui ont essayé de faire quelque chose de leur vie. Je n'ai jamais méprisé personne. Si, vous deux, lui avec sa menuiserie et son noble travail manuel, toi avec ton bâtiment et ton CFA, comme si c'était plus honnête que ce que je fais. Plus réel? Le visage de Stéphane s'est tordu. J'ai un diplôme d'ingénieur. J'ai fait quelque chose de moi-même. Et où ça m'a mené? Noyé sous les dettes pendant que tu t'en sors bien. Tu n'as même pas pris de prêt étudiant. L'assurance vie de grand-père t'a offert un départ gratuit. Cet argent, c'était à grand-père de le donner. Il aurait dû être à moi. Je suis son fils. Et mamie est ta mère. Mais ça ne t'a pas empêché d'essayer de la tuer. Les mains de Stéphane se sont resserrées sur la croix de démontage. Ne fais pas comme si tu valais mieux que moi. Ce n'est pas le cas. Tu n'es que le petit-fils d'un menuisier qui joue avec des outils. Grand-père construisait des choses qui protégeaient les gens, qui les gardaient en sécurité. La voix d'Hugo est devenue plus forte. Tu as pris tout ce qu'il t'a appris sur les systèmes et l'ingénierie, et tu l'as utilisé pour transformer sa maison en piège mortel. Tu as scellé les bouches d'aération qu'il a installées. Tu as détruit le travail qu'il a fait de ses propres mains. Tu as utilisé ton éducation pour assassiner la femme qu'il aimait. N'ose pas parler de lui comme si tu le connaissais mieux que moi? Je le connaissais mieux parce que je comprenais ce qui comptait pour lui, l'intégrité, faire ce qui est juste, construire des choses qui durent. Hugo a fait un pas en avant. Il aurait honte de toi. Stéphane a balancé la croix de démontage. Hugo s'est baissé et l'outil a sifflé près de sa tête. Il s'est écrasé contre la benne à ordures avec un fracas qui a résonné dans la ruelle. Hugo s'est jeté en avant et a plaqué Stéphane au sol.
Ils sont tombés lourdement sur le bitume. La croix de démontage a roulé plus loin. « Hugo !» ai-je crié. Isabelle a couru vers moi. La seringue brillait dans sa main. « Je suis désolée, maman, mais c'est le seul moyen. » J'ai reculé contre la benne. Elle continuait d'avancer. J'ai regardé son visage, essayant de trouver ma fille quelque part dans ses yeux froids. « Isabelle, s'il te plaît. »« Ça ne fera pas mal. Tu vas juste t'endormir. » Elle a tendu la main vers mon bras. C'est alors que la sirène a commencé. Isabelle s'est arrêtée, s'est retournée. 2 voitures de police ont déboulé dans la ruelle par les 2 extrémités. Les gyrophares projetaient des éclats rouges et bleus sur les murs de briques. Les portières sont ouvertes violemment. Des policiers en sont sortis, armes au poing. « Police! Lâchez l'arme! Lâchez-la maintenant !» Isabelle a fixé la seringue dans sa main, l'a laissée tomber. Elle a heurté le sol et a roulé. Les mains en l'air, bien visibles. Tous! Stéphane a repoussé Hugo et s'est relevé lentement. Ses mains se sont levées. Céline a levé les siennes aussi, figées près de la clôture. Hugo s'est remis sur pied, respirant fort. Il a sorti son téléphone de sa poche. J'ai appelé le 17 depuis la chambre d'hôtel. La ligne est restée ouverte tout ce temps. Vous avez tout entendu, n'est-ce pas? Un policier s'est approché, l'arme toujours pointée. Nous avons tout entendu. Madame, vous êtes Hélène Lefebvre? J'ai hoché la tête. Ma voix ne voulait pas sortir. Êtes-vous blessée? Non. Il m'a protégée. J'ai montré Hugo du doigt. D'autres policiers sont intervenus. L'un a donné un coup de pied dans la seringue pour l'éloigner des pieds d'Isabelle. Un autre a ramassé la croix de démontage avec une main gantée. Un troisième m'a guidé loin de la benne, sa main douce sur mon coude. Stéphane Lefebvre. Un policier avec des galons de sergent s'est approché de Stéphane. Oui. Vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre. Vous avez le droit de garder le silence. Le visage de Stéphane est devenu vide, inexpressif. Il n'a pas résisté quand ils l'ont retourné et lui ont menotté les mains dans le dos. Céline Lefebvre. Céline s'est mise à pleurer. Nous n'avions pas le choix. Nous perdons tout. Vous ne comprenez pas. Madame, vous êtes en état d'arrestation pour complicité de tentative de meurtre. Ils l'ont menottée aussi. Ses sanglots résonnaient contre les murs. Isabelle Dubois? Ma fille m'a regardée. Pendant une seconde, j'ai vu quelque chose là. Du regret, peut-être? Ou juste la peur de se faire prendre? Je suis désolée, maman, a-t-elle murmuré. Retournez-vous, s'il vous plaît. Les mains dans le dos. Ils ont menotté Isabelle et l'ont conduite à une autre voiture de police. Stéphane est monté dans une autre, Céline dans une troisième. Je suis restée dans la ruelle, regardant mes enfants disparaître dans des véhicules séparés. Les lumières clignotaient toujours. Un policier prenait des photos de la seringue, de la croix de démontage. Un autre parlait dans sa radio. Hugo a passé son bras autour de mes épaules. « C'est fini, mamie. » Je ne pouvais pas parler, pas pleurer, je ne sentais rien d'autre qu'un engourdissement. Une inspectrice s'est approchée de nous. Une femme plus âgée, les cheveux gris tirés en un chignon. « Madame Lefebvre, je suis l'inspectrice Morel. Nous allons avoir besoin de vos dépositions, à tous les deux. Pouvez-vous venir au commissariat? » Oui, a répondu Hugo pour moi. Votre petit-fils a bien fait de garder cette ligne ouverte. Nous avons tout enregistré. Leurs aveux, les menaces, tout. Bien, ai-je réussi à dire. Nous devrons aussi perquisitionner votre domicile, recueillir des preuves. La maison. J'ai regardé Hugo, la maison d'Antoine. Nous serons prudents, a dit l'inspectrice Morel. Nous documenterons tout et nous remettrons tout en état quand nous aurons terminé.
Mais ce ne serait plus jamais pareil. Plus rien ne le serait. Les voitures de police ont quitté la ruelle une par une, emmenant mes enfants. Hugo m'a aidé à monter dans sa camionnette. Je me suis assise sur le siège passager et j'ai fixé mes mains. Tu aurais dû les laisser faire, ai-je dit doucement. Quoi? Les laisser me tuer. Tu aurais encore ton père, ta tante, ta famille. Hugo a démarré le moteur, mais n'a pas passé de vitesse. Il s'est tourné pour me regarder. Mamie, tu es ma famille. Et papa a cessé d'être mon père au moment où il a décidé de t'assassiner. Sa voix était ferme. Grand-père aurait fait la même chose que moi. Il t'aurait protégé, parce que c'est ça, la famille. J'ai touché son visage. Ce garçon qui ressemblait tellement à Antoine. Ton grand-père serait si fier de toi. Je sais, a-t-il dit doucement. Et si honteux de papa. Il a passé une vitesse et est sorti de la ruelle. Le soleil du matin était plus haut maintenant, brillant et froid. Derrière nous, l'hôtel se dressait, vide et silencieux. Je n'ai pas regardé en arrière. Le commissariat sentait le café et le produit à récurer. L'inspectrice Morel nous a conduits dans une petite pièce avec une table et des chaises. Hugo est resté assis à côté de moi pendant que je faisais ma déposition. 2 heures à raconter chaque détail, les symptômes, la visite à l'hôpital, les modifications de Stéphane à la maison, le faux détecteur. Hugo leur a montré les photos sur son téléphone, les bouches d'aération scellées, le mécanisme du minuteur, la conduite de gaz sous le plancher de ma chambre. Morel s'est penché en avant, étudiant chaque image. Votre petit-fils a fait du bon travail en documentant tout ça, a-t-elle dit. Et l'enregistrement de l'appel au 17 depuis la ruelle a capturé leurs aveux. Tous les 3 ont admis le plan sur la bande. Que se passe-t-il maintenant? Ai-je demandé. Nous perquisitionnons votre maison, nous collectons les preuves matérielles, puis nous exécutons des mandats de perquisition pour leur domicile et leur véhicule. Ils ont envoyé une équipe de la police scientifique chez moi cet après-midi-là. Hugo m'a conduite à son appartement. Je ne pouvais pas y retourner. Je ne pouvais plus dormir dans cette chambre. Nous nous sommes assis dans sa petite cuisine pendant que la police fouillait la maison d'Antoine, cherchant la preuve que Stéphane l'avait transformée en arme. L'inspectrice Morel a appelé ce soir-là. Nous avons tout trouvé. Le système de gaz modifié, la ventilation scellée exactement là où votre petit-fils a dit qu'elle se trouvait. Les tests de résidus confirment une exposition au monoxyde de carbone dans votre chambre. Le détecteur au plafond est désactivé, comme il l'a documenté. Donc, oui, nous vous croyons, Madame Lefebvre. Les preuves sont accablantes. 2 jours plus tard, ils ont exécuté les mandats de perquisition. L'ordinateur personnel de Stéphane contenait un dossier intitulé « Chronologie du projet ». À l'intérieur se trouvaient des calculs des taux d'exposition au monoxyde de carbone, des notes sur les symptômes et leur progression, un document qui disait « Sujet femme, 68 ans, exposition progressive sur 4 à 6 mois. Les symptômes imiteront un déclin cognitif naturel. La mort paraîtra naturelle. » Mon fils avait rédigé un plan pour mon meurtre. L'avait calculé comme un projet d'ingénierie. Céline avait un téléphone prépayé caché dans sa voiture. Des SMS à Isabelle. Quand est-ce que ce sera fait? Bientôt. La valeur de la maison continue d'augmenter. On doit agir vite. Le médecin a dit que c'était lié à l'âge. Parfait. Personne ne soupçonne rien. Le carnet de travail d'Isabelle avait des sections surlignées. Décès par monoxyde de carbone chez les personnes âgées. Protocole d'enquête. Comment les médecins légistes déterminent la cause du décès chez les seniors. Elle avait fait des recherches au travail, utilisant ses connaissances en assurance pour planifier comment éviter de se faire prendre. L'inspectrice Morel m'a montré des copies de tout. C'était un complot de meurtre avec préméditation. Sophistiqué, calculé, froid. J'ai fixé les notes de Stéphane, son écriture si familière. La même écriture soignée qu'il utilisait pour ses projets scolaires quand il était jeune. « Puis-je le voir » ai-je demandé.
Vous êtes sûr que c'est une bonne idée? J'en ai besoin. Ils ont organisé une visite. La prison était faite de béton gris et de portes verrouillées. Un gardien m'a conduite dans une pièce avec des cloisons en verre et des téléphones. Stéphane était assis de l'autre côté, en combinaison orange. Il n'a pas voulu me regarder au début, fixant simplement la table en métal. J'ai décroché le téléphone. Il a décroché le sien. Pourquoi? Ai-je demandé. Il ne voulait toujours pas croiser mon regard. Nous étions désespérés. Ce n'est pas une réponse. On est en train de tout perdre, maman. La maison, nos économies, ma carrière est finie. L'entreprise de Céline fait faillite. Le mari d'Isabelle a besoin de médicaments qui coûtent des milliers d'euros chaque mois. On avait besoin d'argent. Alors tu as essayé de me tuer. Finalement, il a levé les yeux. Son visage était dur, en colère. Tu ne comprends pas ce que c'est de perdre tout ce pour quoi tu as travaillé toute ta vie. De regarder tout s'effondrer. J'ai perdu Antoine, il y a 4 ans. L'homme qui a passé 2 ans à construire cette maison de ses propres mains pour protéger notre famille. Tu as pris son travail et tu l'as transformé en arme. Ce n'était qu'une maison. C'était l'œuvre de sa vie, et tu l'as détruite. Tu n'es pas le fils que j'ai élevé. J'ai fait ce que je devais faire pour ma famille. En assassinant ta mère. Ma voix est restée stable, plate. Antoine aurait le cœur brisé. Il t'aimait. Même quand tu rejetais tout ce en quoi il croyait, il t'aimait. La mâchoire de Stéphane s'est crispée. Hugo m'a sauvé en utilisant exactement ce qu'Antoine lui a appris. Les compétences que tu as moquées, les valeurs que tu as dites être indignes de toi. Je me suis levée. Antoine serait si fier d'Hugo et si honteux de toi. J'ai raccroché le téléphone et je suis sortie. Je n'ai pas regardé en arrière. Stéphane est resté assis là, à regarder à travers la vitre. Mais j'étais déjà partie. 3 mois ont passé. Les avocats ont parlé de procès, mais il y avait trop de preuves. Les fichiers informatiques de Stéphane, les SMS du téléphone prépayé, les notes de recherche d'Isabelle, l'enregistrement de l'appel au 17 où ils avouaient tout. Ils ont tous les 3 accepté une procédure de plaidé coupable. L'audience de détermination de la peine a eu lieu par un froid matin de novembre. J'étais assise au premier rang de la salle d'audience. Hugo à côté de moi, Nadine de l'autre côté. Le juge a lu les chefs d'accusation. Association de malfaiteurs en vue de commettre un meurtre. Tentative de meurtre. Stéphane a écopé de 15 ans. Céline de 12. Isabelle de 10. Avant que le juge ne termine, il a demandé si je voulais faire une déclaration en tant que victime. Je me suis levée et je me suis approchée du microphone. Mon mari, Antoine, a construit notre maison, planche par planche. Il a installé chaque bouche d'aération, chaque système, chaque dispositif de sécurité pour protéger notre famille. Il a enseigné à notre petit-fils, Hugo, que le bon travail protège les gens, que l'intégrité compte. J'ai regardé Stéphane, assis au banc de la défense. Il ne voulait pas croiser mon regard. Mon fils a utilisé son diplôme d'ingénieur pour pervertir ce travail, pour transformer la maison de son père en arme du crime. Il a trahi tout ce qu'Antoine a construit, tout ce en quoi Antoine croyait. J'ai regardé Isabelle. Ma fille a utilisé ses connaissances professionnelles pour aider à le planifier, pour rechercher comment éviter de se faire prendre. Céline pleurait. Stéphane fixait la table. Isabelle me regardait avec des yeux vides. Mais Hugo m'a sauvée en utilisant les outils de son grand-père et les valeurs de son grand-père. C'est ça, le véritable héritage d'Antoine. Pas le fils qui a détruit, mais le petit-fils qui a protégé. L'amour et l'intégrité ont survécu. C'est ça qui compte. Je me suis assise. Le juge m'a remerciée et a terminé de prononcer les peines. Des gardes les ont emmenés
menottée. J'ai regardé mes enfants quitter la salle d'audience. Je suis sortie dans le froid de novembre et j'ai respiré l'air libre. C'était fini. 6 mois après la condamnation, j'ai vendu la maison, 825 000 euros. Le marché avait encore grimpé. De jeunes familles achetaient dans le quartier, rénovant de vieilles maisons, plantant des jardins là où nous avions planté les nôtres 40 ans auparavant. Je ne pouvais plus y vivre. Chaque pièce contenait le travail d'Antoine et la trahison de Stéphane. La chambre où il a essayé de me tuer, la cave où Hugo a trouvé l'appareil, la cuisine où j'avais fait du café ce matin-là, tout avait changé. Hugo s'est occupé de la vente, a rencontré l'agent immobilier, a programmé les inspections, a géré la paperasse. Avant le jour de la signature, il est allé à la maison avec ses outils. J'ai attendu dans sa camionnette dehors, le regardant sortir les placards de cuisine d'Antoine un par un. Ceux en chêne qu'Antoine avait fabriqués de toutes pièces. Assemblage en queue d'aronde, 3 couches de vernis, 40 ans et toujours parfait. Les nouveaux propriétaires sont venus signer les papiers. Un couple dans la trentaine avec 2 enfants. Ils se sont tenus sur le porche qu'Antoine avait construit et ont parlé de leur projet. Nouvelle peinture, appareils électroménagers modernes, peut-être une terrasse dans le jardin? Ils ne sauraient jamais ce qui s'était presque passé dans cette maison. Ils ne sauraient jamais rien de la conduite de gaz sous le plancher de la chambre ou des bouches d'aération scellées derrière les murs. La police avait tout enlevé, avait restauré la maison telle qu'Antoine l'avait initialement construite. Je les ai regardés franchir la porte d'entrée. Leurs enfants ont couru devant, leur voix excitée résonnant. « Au revoir, Antoine », ai-je murmuré. « Ta maison m'a protégée aussi longtemps qu'elle l'a pu. » Hugo m'a conduite à mon nouvel appartement de l'autre côté de la ville. Petit, un 2 pièces, au 3e étage d'un immeuble avec ascenseur. Le propriétaire n'autorisait pas les modifications, mais Hugo avait obtenu une autorisation spéciale pour les placards. Il a passé le week-end à les installer. Je me suis assise dans mon nouveau salon, écoutant les bruits de son travail, la perceuse, le niveau qu'on ajuste, le bois qui se met en place, les mêmes bruits qu'Antoine faisait. Dimanche après-midi, il m'a appelé dans la cuisine. Les placards d'Antoine étaient accrochés au mur, exactement là où ils devaient être. Le bois brillait dans la lumière de l'après-midi. Hugo s'est reculé, les mains sur les hanches, examinant son travail comme Antoine le faisait. Grand-père m'a appris à bien construire les choses. Il disait que ces placards nous survivraient à tous. J'ai touché le chêne lisse. J'ai passé mes doigts sur les assemblages. Pas de jeu, pas d'arête vive. Les mains d'Antoine avaient façonné ce bois. Maintenant, les mains d'Hugo lui avaient donné une nouvelle maison. Parfait, ai-je dit. Hugo a souri, le sourire d'Antoine. La vie est devenue plus petite après ça. Plus petite, mais plus sûre. J'allais en thérapie chaque semaine. Je parlais de trahison, de confiance et d'apprendre à dormir sans vérifier la serrure de la porte 5 fois. Ça aidait, lentement. Hugo venait dîner tous les jeudis. Il apportait les courses, cuisinait dans ma nouvelle cuisine, me parlait de ses projets, une rénovation dans le vieux quartier, une terrasse sur mesure que quelqu'un lui avait commandée. Il se faisait une réputation, faisait du bon travail. Un jeudi de printemps, il a amené quelqu'un avec lui. « Mamie, voici Sarah. » Elle était jolie, avec des yeux bienveillants et de la peinture sous les ongles. « Une artiste, » a-t-elle dit. Elle travaillait l'argile et le bois. Hugo parle constamment de son grand-père, a dit Sarah pendant que nous mangions. Il dit qu'Antoine Lefebvre était le meilleur homme qu'il ait jamais connu. C'est vrai, ai-je dit. Hugo m'apprend les bases de la menuiserie. Je veux l'intégrer dans mes œuvres d'art. Elle l'a regardé avec quelque chose de doux dans son expression, quelque chose de bon. Il est patient, comme son grand-père devait l'être. Après le dîner,
Ils ont fait la vaisselle pendant que j'étais assise à ma petite table. Je les ai regardés travailler ensemble. Facile et à l'aise. Hugo a tendu une assiette à Sarah. Elle l'a essuyée. Simple, normal. Le genre de vie qui continue après que les choses terribles se terminent. Hugo l'a raccompagnée à sa voiture plus tard, est revenu à l'intérieur et s'est assis en face de moi. Je l'aime bien, ai-je dit. Moi aussi. Antoine l'aimerait bien aussi. Elle apprécie le bon travail. Hugo a hoché la tête, silencieux un moment. Est-ce que tu penses à eux, à papa et à tante Isabelle? Parfois. Mais ce ne sont plus mes enfants. Ils ont cessé d'être mes enfants quand ils ont choisi l'argent plutôt que ma vie. Est-ce que tu les détestes? J'y ai réfléchi. Non. J'ai pitié d'eux. Stéphane a passé toute sa vie à essayer de prouver qu'il était meilleur que son père, meilleur que le travail honnête, meilleur que l'intégrité. Et où ça l'a mené? En prison. Céline et Isabelle l'ont suivi. Et moi, j'ai suivi grand-père. Oui, et ses valeurs m'ont sauvé la vie. J'ai tendu la main sur la table et j'ai pris la sienne. Antoine croyait que le travail honnête était honorable, que construire les choses correctement importait plus que de les construire vite, à bas prix ou de manière impressionnante. Stéphane a rejeté tout ça. Il pensait que son diplôme d'ingénieur le rendait supérieur. Au final, l'éducation de papa a mené au meurtre et ma formation m'a permis de te sauver. Exactement. Hugo a serré ma main et est parti. J'ai fini de ranger la vaisselle, j'ai essuyé les placards d'Antoine, j'ai éteint les lumières. Dans le silence, je suis restée dans ma cuisine. Le lampadaire extérieur projetait des ombres à travers la fenêtre. J'ai touché les placards une dernière fois, j'ai passé mes doigts sur les assemblages en queue d'aronde qu'Antoine avait taillés à la main. Des angles parfaits, un ajustement parfait, un travail qui dure. Antoine, ai-je dit à la cuisine vide, tu as construit ça pour nous protéger, pour contenir nos assiettes, notre nourriture et notre vie ensemble. Et à travers Hugo, tu nous protèges encore. Il porte tes mains, ton cœur, ton intégrité. J'ai fermé les yeux et je l'ai vu. Pas l'homme malade qui est mort il y a 4 ans, mais le charpentier solide qui a construit notre maison planche par planche, qui a enseigné à notre petit-fils que le bon travail compte, que faire les choses correctement compte, que les gens comptent plus que le profit. Je t'aime, ai-je murmuré. La lumière du soleil passerait par cette fenêtre le matin. Elle frapperait les placards et ferait briller le chêne d'un éclat doré et chaud, comme dans notre ancienne cuisine. Le travail d'Antoine capterait la lumière et la retiendrait. Certaines choses durent, certaines choses perdurent. J'ai souri et je suis allée me coucher, enfin, en paix.